Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le collectif Chalonnais et nous sommes avec Rudy Namur. Rudy Namur, bonjour. Bonjour. Alors, Rudy Namur, les Chalonnais vous connaissent, vous avez un visage qui est connu des Chalonnais parce qu'on vous voit très régulièrement au cœur de ville, mais tous les Chalonnais ne connaissent peut-être pas l'intégralité de vos fonctions. Quelles sont-elles? Alors si je voulais plaisanter, je dirais organisateur de marché avec les marchés éco-solidaires. Mais au-delà de mon activité professionnelle, je suis également donc élu au conseil municipal de Châlons en tant que président du groupe Notre Passion c'est Châlons. De fait, élu au conseil communautaire et surtout depuis le mois de décembre, en tout cas président de la commission finances du département de la Marne. Alors, ça fait pas mal de casquettes et pas mal de responsabilités en tant qu'élu à gérer. Et puis, alors, ce soir, on se rencontre pour évoquer notamment votre rôle en tant que conseiller départemental et puis aborder surtout les missions du conseil départemental qui ne sont pas forcément très bien identifiées des citoyens. Il y a différentes missions qu'on va un peu détailler. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont-elles dans un premier temps avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Rudy? Alors pour faire simple, la mission principale du département de la Marne, c'est la solidarité. Solidarité des hommes et solidarité des territoires. Alors on viendra dans le détail tout à l'heure, mais voilà, ça représente près de 70% du budget du département, un budget d'un peu plus de 560 millions d'euros. Donc c'est pas un petit budget. Et dans ces 560 millions d'euros, je vous dis près de 70% dédiés aux solidarités. Après, il y a une compétence liée au collège, compétence très importante, la voirie, le partenariat avec les collectivités, le sport, le tourisme, la culture. Bref, un grand nombre de compétences qui sont sans doute insuffisamment connues, en tout cas du grand public. Eh ben, ça tombe bien parce que c'est effectivement ce dont on va parler aujourd'hui. Rudy, si vous le voulez bien, on va commencer par aborder cette question de solidarité, la compétence du département pour œuvrer en termes de solidarité avec les habitants. Ça réside en plusieurs missions. C'est notamment intervenir en faveur des personnes en situation de handicap. C'est effectivement intervenir en fonction, en faveur, pardon, de l'enfance et des familles et d'autres missions. Est-ce qu'on peut en échanger? Alors, les compétences en matière de solidarité du département sont multiples, hein, tu l'as dit. Il y a, en fait, c'est un accompagnement tout au long de la vie, tout au long des accidents de la vie aussi, accidents professionnels, accidents personnels, puisqu'on intervient aussi bien dans l'accompagnement du RSA que de l'accompagnement des personnes handicapées, que de l'accompagnement des personnes âgées, du maintien à domicile, mais aussi quand on ne peut plus, la mise en sécurité dans nos établissements d'accueil, qui sont les EHPAD. On est aussi dans le soutien aux enfants, aux mineurs isolés, qui est un vrai sujet avec le foyer que l'on peut avoir destiné aux enfants. On en a un d'ailleurs sur Châlons, hein, qui est un vrai sujet. L'accompagnement aussi et le placement des enfants dans des familles d'accueil. Bref, c'est une importante thématique et qui pourrait aller au-delà, notamment avec l'insertion professionnelle. Moi, je pense qu'on devrait aller travailler un peu plus sur ce secteur-là. Encore faut-il avoir les moyens. C'est tout le sujet. Alors en parlant de moyens, c'est une enveloppe, je crois on en a échangé, de 300 millions d'euros par an, 350 divisé en 3 tiers. Alors oui, grosso modo, c'est 350 millions d'euros sur le budget qui devrait être voté en fin de semaine. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que sur ces 350 millions d'euros, l'État nous en doit, grosso modo, 100 millions. Rendez-vous compte, 100 millions d'euros. Un exemple, si on prend le RSA. Le RSA, c'est grosso modo 90 millions d'euros de dépenses pour le département. L'État nous en donne 40. Donc ça veut dire que la différence, c'est de la poche du contribuable marnais. Alors que l'État devrait nous donner les 90 millions d'euros. Alors si l'État en donne 40, c'est pas anecdotique, c'est lié à une réforme. Alors c'est pas anodin, effectivement. En fait, lorsqu'il y a eu le transfert de compétences fin des années 80, 88, je crois, RMI devenu RSA, le coût du RMI était de 40 millions d'euros. Donc l'État s'est dit, je transfère à ce que l'on appelle l'euro. Donc nous transfère à hauteur de 40 millions d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, avec les différentes crises économiques que l'on a pu connaître, avec certaines réformes aussi que l'on peut ressentir, et je pense à la dernière réforme des allocations chômage qui va impacter le département, qui va impacter tous les départements, puisqu'en fait,
on considère qu'environ 300 personnes qui étaient allocataires du chômage vont tomber dans une plus grande précarité en tombant et en devenant bénéficiaires du RSA. Donc nous, en tout cas, département, on ne remercie pas l'État pour ces réformes, parce que bien souvent, les réformes ou les décisions prises par le gouvernement impactent de fait les finances du département. C'est toujours facile de décider pour les autres, mais quand le département décide, quand l'État, décide d'augmenter l'aide aux personnes âgées, tant mieux pour les personnes âgées, sauf que c'est l'État qui paye. Quand le gouvernement décide, allez, on va dire presque de manière électoraliste, de dire on va augmenter, on va accompagner un peu plus les personnes en situation de handicap, tant mieux. Mais c'est encore le département qui paye. C'est ça le problème. Et grosso modo, je parlais du RSA, l'État nous donne 40, on en dépense 90. Au total, sur les solidarités, le reste à charge pour le département, c'est environ 100 millions d'euros. Imaginez ce que l'on pourrait faire avec. Alors, on aura des exemples un peu en chiffres un peu plus tard de nos échanges, mais effectivement, c'est cette enveloppe qui n'est pas distribuée par l'État pour combler les besoins qui sont identifiés sur le territoire et dont la charge est assumée par le département. Ça ampute forcément certaines actions qui pourraient être mises en place également de façon permanente sur le département. À cause de cette situation de budget contraint, nous avons déjà 95% du budget qui est ficelé. Imaginez les marges de manœuvre très très faibles de notre budget et du département de la Marne à cause de ça. Si demain si l'État nous donnait les dotations à hauteur de ce qu'il devrait, à hauteur des dépenses réelles du département, on pourrait rénover un peu plus nos collèges, on pourrait rénover la voirie, on pourrait accompagner un peu plus les Marnaises et les Marnais dans le retour à l'emploi, on pourrait faire plein de choses. 100 millions d'euros en plus par an. C'est énorme. Et puis, effectivement, en termes de solidarité, la compétence du département en faveur des personnes en situation de handicap, c'est aussi l'allocation adulte handicapé. Tout à fait, c'est l'allocation adulte handicapé, mais comme je le disais, à partir du moment où l'État décide d'augmenter, c'est le département qui va payer. Nous, ce que l'on souhaite, c'est rendre le meilleur service possible à nos administrés au regard des moyens qui sont les nôtres. Souvent, on entend dire la MDPH, ça ne va pas assez vite. On fait ce que l'on peut au regard des moyens qui sont les nôtres. Malheureusement, on aimerait rendre un meilleur service. Le foyer de l'enfance, j'en parlais tout à l'heure. Franchement, je tire mon chapeau à nos agents du département qui travaillent au foyer de l'enfance ou qui travaillent à la MDPH ou dans tous nos services. Parce que si on prend le foyer de l'enfance de Châlons, 56 places, plus de 90 enfants. On fait comment ? On a une problématique qui correspond aux mineurs isolés. Aujourd'hui, on est incapable de les accompagner du mieux possible. Ces enfants qui, au péril de leur vie, bien souvent, ont dû traverser la Méditerranée, se sont retrouvés en France, se sont retrouvés à Châlons, qui ne connaissent pas le territoire, on les met dans un foyer, et derrière, on fait quoi pour les accompagner ? Et puis, il faut le préciser parce que les Chalonnais qui vont nous regarder ne le savent pas forcément, mais la mission aussi du foyer de l'enfance, c'est, je vais le dire grosso modo, mais c'est quand même accueillir n'importe quel enfant, n'importe quand. Alors, la mission principale, c'est de mettre en sécurité nos enfants. C'est notre mission principale, la protection de l'enfance. Donc, si l'on avait les moyens de l'État, ça serait plus facile. J'en profite, on a une nouvelle ministre qui est au local, puisque Madame Vautrin, ancienne présidente du Grand Reims, est devenue ministre des Solidarités. À chaque fois que je le peux, je le rappelle. Madame la ministre, on a besoin de vous. Donc on a parlé de RSA, on a parlé d'allocation adultes handicapés, et puis on parle de l'aide sociale à l'enfance, effectivement, avec la protection des enfants, qui figurent parmi les grandes compétences du département, en tout cas sur ce volet de solidarité. Et puis pour faire le parallèle avec la jeunesse aussi, Rudy, la compétence du département, on l'identifie au niveau de l'éducation. Alors c'est un peu compliqué pour le commun des mortels de comprendre, mais alors pour faire simple, ouais, on va faire simple. École primaire, ce sont les villes, les communes, collège, le département, lycée, la région, et normalement enseignement supérieur, l'État. Et alors, sur le département de la Marne, l'éducation, c'est combien de collèges et combien de collégiens ?
Alors, c'est une cinquantaine de collèges sur le département de la Marne. Sur Châlons, le territoire chalonnais, c'est près de 3400 collégiens répartis sur 5 collèges publics et 2 privés. Donc, c'est quand même assez important sur notre territoire. Et en lien, justement, pour donner l'envie aussi de l'engagement de notre jeunesse, on a créé le conseil départemental des jeunes qui permet à nos scolaires, nos collégiens qui étaient en 5e et 4e, de s'engager sur des projets très concrets. Samedi dernier encore, ils se sont réunis pour travailler sur le harcèlement scolaire. Donc de vrais sujets que nos jeunes s'emparent pour répondre au mieux à leurs problématiques. L'idée, c'est la démocratie aussi participative. C'est comment améliorer au mieux la vie des collégiens quand ce sont eux qui s'en emparent. Je pense que le résultat, on touchera la cible. De vrais sujets, et puis on ne peut qu'encourager effectivement les jeunes aussi à s'investir en faveur des autres, et puis d'avoir une mission de représentation. Et justement, Rudy, sur cet engagement des jeunes et le conseil, alors comment il se nomme ce conseil ? Conseil départemental des jeunes, tout simplement. Et CDJ. Le CDJ, et ce CDJ, il est porté par ? Alors, le CDJ est porté par le département, c'était un engagement de l'ancien président Christian Bruyen, qui a laissé ses fonctions puisqu'il est devenu sénateur, et porté à nouveau par Jean-Marc Rose, le nouveau président depuis le mois de novembre dernier, qui a vraiment une politique volontariste sur le sujet, parce qu'on est même en train de mettre à la réflexion, et ça, quelque part, c'est un bonus pour vous, parce que c'est pas encore sorti. On aime bien apprendre des choses en avant-première. Je vous aime bien. On est en train de travailler à une sorte de bourse de stage pour les élèves de 3e. Pourquoi ? Parce que vous avez des élèves qui n'ont pas forcément les parents qui ont des réseaux, et c'est compliqué pour eux de trouver un terrain de stage. Il y a aussi la question de l'ouverture à l'extérieur d'un quartier. Quand je discute avec des proviseurs, avec des principaux de divers collèges du territoire, ils m'expliquent que finalement, nos jeunes, le seul terrain de stage qu'ils vont trouver, c'est celui qu'il y a au bout de la rue. Toujours enfermé quelque part dans le quartier. Aller aux cities du coin, c'est bien. Aller au-delà du quartier, c'est peut-être mieux pour avoir une ouverture et se donner surtout une ambition. De se donner l'idée comme quoi on peut réussir en dehors du quartier. Donc dans cette idée, on va essayer de créer autour du site internet du département, un petit peu à l'image de ce qu'on a fait sur Active 51. Alors Active 51, pour faire simple, c'était pour permettre de mettre en relation des bénéficiaires du RSA avec des entreprises. Ben là, l'idée, c'est de mettre en relation des collégiens en recherche de stage avec des entreprises qui pourraient être labellisées comme étant entreprises accueillantes. L'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve, et surtout que nos enfants puissent se dire qu'ils peuvent faire des choses plus tard. C'est surtout ça, qu'il ne faut surtout pas qu'ils se ferment des portes, et que ce n'est pas parce qu'ils habitent tel ou tel quartier qu'ils ne vont pas y arriver, et au contraire, nous, on veut les aider et les accompagner dans ce sens. C'est vrai que c'est un discours qu'on entend régulièrement quand même chez les jeunes, c'est que souvent, malheureusement, je le déplore, mais le discours c'est il n'y a pas d'avenir, et donc ça nous paraît un peu bouché. Donc ces initiatives-là, elles permettent aussi aux jeunes de voir un petit peu au-delà de là où ils sont, et de garder l'espoir et de retrouver l'espoir en tout cas pour un avenir professionnel. Alors ce discours, il n'y a pas d'avenir, moi je trouve qu'il est un peu facile, parce que si on ouvre un petit peu les sites internet des différentes collectivités, que ce soit la ville, le département, la région, il y a des choses qui se font. Il faut juste se donner l'envie de le faire, et de se mettre le coup de pied dans le derrière pour y aller surtout. Nous, l'idée, c'est d'accompagner un peu plus, parce qu'on sait qu'il y a des freins et qui vont pénaliser nos jeunes. Le fait de réduire justement ces irritants, comme on pourrait appeler ça, du quotidien, qui font que notre jeunesse se dise « Ah ben c'est compliqué, c'est difficile, j'ai pas les réseaux, alors que mon voisin, papa, maman, ils ont les réseaux ». Ça, comme ça, on fait tomber cette barrière. L'idée, c'est vraiment de leur ouvrir des portes et de leur donner les outils pour leur avenir. Alors pour essayer d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe aussi, on peut faire la transition avec une autre compétence du département qui est l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est un concept dont on parle beaucoup, mais concrètement, ça veut dire quoi aménager le territoire quand on est élu départemental ? Alors concrètement, nous accompagnons les 611 communes du département. Nous accompagnons les 14 intercommunalités du département. Chez nous, par exemple, sur notre territoire, on pourrait parler du nouveau terrain de basket de Compertry,
qui a été subventionné, accompagné par le département. On pourrait parler du nouveau gymnase du collège Louis Grignon, pareil, qui a été accompagné par le département. On pourrait parler du pôle 0-6 ans du Verbeau, qui a été accompagné par le département. Donc vous voyez, c'est une multitude d'actions, comme on va subventionner, je ne sais pas moi, la rénovation de la salle des fêtes de Colu, que l'on a accompagné il y a quelques années. On va accompagner de multiples projets de structures de proximité du département qui vont permettre tout simplement à nos communes de rayonner. Alors quand on dit le département accompagne, le gymnase du collège Louis Grignon par exemple, ça veut dire quoi il accompagne? C'est une participation financière, c'est un financement, c'est aussi accompagner à l'élaboration du projet en amont, accompagner, pour ceux qui nous regardent, ça veut dire quoi quand le département accompagne? Alors, sur cet exemple par exemple du collège. Le collège, nous sommes propriétaires. On est en compétences propres, donc c'est nous qui lançons toutes les études, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, tout ce qui touche à l'architecture du bâtiment, on lance les marchés, bref, on porte tout le projet. Si on accompagne par exemple le terrain de basket de Compertry, là c'est la collectivité qui vient nous faire une demande de subvention pour qu'il puisse faire aboutir le projet. Donc il y a deux types d'accompagnement. Soit on est sur une structure où nous sommes propriétaires et là on gère de A à Z, soit nous sommes là pour aider financièrement une commune notamment qui viendrait nous chercher pour avoir une aide. La ville de Châlons qui est venue nous aider qui est venue nous demander une subvention pour le VTT Parc, le département a accompagné. Il y a eu un sujet parce que le VTT Parc, j'ai pas vraiment un avis très tranché sur le sujet pour la bonne raison que ce projet est bien mais pas cet endroit-là. Alors finalement ça tombe bien, je vais aborder un sujet aussi Rudy qui a passionné, j'ai envie de dire quand même les Chalonnais quand on a fait notre live avec monsieur Benoît Paru, le maire de la commune. Les routes sont relèvent des compétences du département. Je vais m'adresser alors à l'élu départemental, mais je vais aussi m'adresser à l'élu d'opposition pour avoir votre point de vue sur la question de la contournante de Châlons, qui, je le répète, est quelque chose qui anime beaucoup les Chalonnais, qui pose question parce que ça engorge notamment la pénétrante, et on a l'impression que c'est un projet qui n'aboutira pas. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui du point de vue de l'élu d'opposition et de l'élu du conseil départemental? Alors, juste rectifier, les routes sont en partie de la compétence du département, pas uniquement. On a 4200 km de routes qui sont de la compétence du département. Et pour faire simple aussi, pour qu'on nous suive, 1 km de route, c'est 1 million d'euros. Ça, comme ça, c'est clair. La contournante, c'est un vrai sujet. C'est pas pour rien que les 6 conseillers départementaux du territoire chalonnais travaillent en commun pour faire aboutir cette contournante. Rappelons que la contournante, les travaux ont débuté et il y a déjà eu plus de 38 millions d'euros qui ont été dépensés pour faire cette petite partie de route du rond-point de la Lune au rond-point qui mène à rien, comme je dis souvent. Mais les Chalonnais aimeraient bien que ce rond-point mène quelque part. Moi aussi. Moi aussi. Pour quelle raison? Pollution, avenue de Metz. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'à l'échelle nationale, il y a 40 000 morts par an liées à la pollution suite au trafic automobile. 40 000 morts. C'est 20 000 véhicules jour, avenue de Metz. C'est 3 000 camions. Question sécurité. On a un collège qui est pas loin, le collège Perrault d'Ablancourt. Le nombre d'accidents est assez important, avenue de Metz. Alors heureusement, ce n'est que de la tôle froissée, tant mieux. Également pour des raisons de développement économique. Si vous pouvez relier la zone nord, Saint-Martin-Rossy, à la zone sud, Fagnières, jusque Vatry, c'est sans doute une plus-value. Et enfin, autre sujet, le département, développant la 3e zone d'activité de l'aéroport de Vatry, va développer encore un peu plus de flux de camions. Aujourd'hui, la zone d'activité de Vatry, c'est 1 millier d'emplois. Demain, on estime à 1600 emplois. Donc si les nouveaux emplois viennent du nord
et donc de Châlons, c'est encore des véhicules supplémentaires qui vont passer sur la pénétrante. L'aéroport de Vatry, c'est un sujet qu'on va se mettre de côté pour tout à l'heure parce que bien sûr, mais j'ai un certain nombre de questions à poser par rapport à ça. Mais concrètement, la mandature en place nous explique qu'il manquerait approximativement 100 millions d'euros pour que la contournante puisse se poursuivre et enfin, au-delà de se poursuivre, être terminée. 100 millions d'euros, ça peut paraître énorme et on se demande où est-ce qu'on peut aller chercher cet argent-là. Benoît Paru nous a expliqué que si finalement la commune mettait 100 millions d'euros sur la table pour boucler la contournante, ce serait le budget de la voirie, si je me souviens bien, qui serait réduit à néant sur les 10 prochaines années. Alors Benoît Paru a sa réalité qui ne correspond pas à la réalité de Châlons. C'est ça le problème, c'est que je pense qu'on ne vit pas dans la même dimension. Vous avez dit 100 millions. L'étude, la dernière étude concrète que l'on nous a présentée au Conseil communautaire était de 80 millions d'euros. 80 millions d'euros, dont 10 millions qui correspondaient à une hypothèse où il y aurait des dépenses supplémentaires. Restons quand même sur 80 millions. Quand on parle avec des responsables voirie de grandes entreprises de voirie locales, ils nous expliquent que, grosso modo, l'inflation, c'est 10%. Donc on sera à 88. Grosso modo, 88 millions d'euros. C'est énorme. 88 millions, 100 millions. C'est toujours moins que le Capitole une fois qu'il sera fini d'être payé. C'est intéressant pour que les Chalonnais puissent avoir une comparaison. Hein. Alors, si on est sur 90 millions qui manqueraient pour terminer cette contournante, on se le disait, le Capitole, une fois qu'il serait entièrement payé, on sera entre 95 et 100 millions. Donc là, nous partons autour de 88. Sur ces 80 millions d'euros, le département s'est engagé à payer 15%. Qu'on soit sur 80 ou 88, ça sera 15%. Oui, 15% du coût et pas 15% du budget qui est prévu. La région, de manière paritaire, s'est également engagée devant monsieur le préfet à payer la même chose. Et la ville de Châlons a dit publiquement que si jamais on arrivait à boucler le budget, il serait prêt à mettre 10 millions. Donc grosso modo, pour faire simple, il faudrait emprunter 50 millions d'euros. Si on n'est pas capable d'emprunter 50 millions d'euros sur 30 ans, autant fermer boutique. Moi, c'est ce que je dis. Ce sont des choix politiques. À un moment donné, on est capable de mettre 19 millions dans Châlons Connect. On est capable de dépenser de l'argent public pour des projets qui ne sont peut-être pas des priorités pour les Chalonnais. Allez demander à un Chalonnais si Connect Châlons, ça leur parle. Je ne suis pas convaincu. Planeta, est-ce que ça parlait vraiment aux Chalonnais? Pourtant, on en a dilapidé de l'argent public. On en a dépensé des millions d'euros. Donc moi, je dis, si on n'est pas capable de dépenser 2 millions d'euros, 2,5 millions d'euros par an, c'est qu'il y a un vrai problème. Et puis, rétablissons aussi une vérité. Quand le maire de Châlons explique aux Chalonnais que si jamais on devait payer les 80 millions, on lui dit 100, moi je reste à 80 millions d'euros, on ne pourrait plus rien faire. Attendez, quand vous achetez une maison, vous dépensez les 80 millions d'euros comme ça? Non, vous faites un emprunt et vous le remboursez tous les mois. Et bien là, quand une collectivité fait un investissement, c'est pareil. À l'empreinte. Et alors oui, elle s'endette. Mais comme vous, en bon père de famille, vous empruntez, vous vous endettez donc, mais c'est un investissement pour la collectivité. Oui, alors c'est pour ça qu'on faisait le parallèle avec le Capitole, hein, pour que les Chalonnais comprennent. C'est-à-dire que s'il devait manquer au bout du bout 50 millions, il ne s'agirait pas de réduire à néant certains budgets pendant un certain nombre d'années, mais simplement c'est peut-être facile de le dire comme ça, mais d'emprunter et en tout cas d'amortir ça sur un certain nombre d'années, comme ça peut être fait sur le Capitole, comme on se le disait tout à l'heure, ou d'autres infrastructures. Ou sur d'autres infrastructures qui se font par ailleurs. C'est juste une question de volonté politique. En tout cas, les 6 conseillers départementaux ont poursuivi l'idée qu'il faut aboutir sur ce projet. Il y a une association qui a été créée et qui s'est réunie la semaine dernière. Ils vont mener des actions que l'on soutiendra parce qu'à un moment donné, malheureusement, pour aboutir, il faut se faire entendre et des fois, pour se faire entendre, il faut se mobiliser. Et c'est ce qui s'est passé il y a une trentaine d'années.
Merci Rudy, c'est important effectivement d'avoir le pendant par rapport à la mandature qui est en place, et c'est aussi un peu ça notre rôle, c'est que de pouvoir donner la parole à chacun pour que chacun puisse s'exprimer, et puis après libre aux Chalonnais de penser ce qu'ils en veulent, mais en tout cas ce sujet de la contournante est un sujet véritablement qui anime beaucoup les réseaux sociaux dès qu'on en parle, nous. De façon un peu plus légère. Alors, non, pas de façon un peu plus légère. On a parlé de chiffres tout à l'heure. On a fait une comparaison pour que les Chalonnais comprennent aussi. Un rond-point, 1 kilomètre de route. 1 million d'euros. Donc, un rond-point, 1 million d'euros. Un rond-point, 1 million d'euros. 1 kilomètre de route, 1 million d'euros. Et 200 bénéficiaires de RSA. Ça, c'est pareil, 1 million d'euros. Voilà, Ah, ça donne comme ça des perspectives, ça donne des chiffres et ça donne des idées aussi sur comment on peut organiser un budget. C'est important parce que tout le monde ne le mesure pas comme ça, mais ça permet aussi d'avoir une vision d'ensemble, parce que là, on est sur des millions d'euros, et ce sont évidemment des chiffres qui nous dépassent, nous, et c'est important qu'on puisse comparer. D'autant que le département a quand même 4200 km de route de compétences, donc imaginez si on devait tout rénover en même temps. Ça ne serait pas possible. Rudy, si on peut terminer de façon un peu plus légère, j'ai envie de le dire comme ça, mais ça ne serait pas pour autant prendre cette compétence à la légère pour autant du département. Le sport, la culture, le tourisme, ce sont aussi des compétences qui relèvent de celles du département. On est en 2024 pour beaucoup de Français, et pas seulement, enfin, de Français, pas seulement de Chalonnais, et puis j'ai même envie de dire au-delà des frontières de la France. 2024, c'est une année des Jeux Olympiques. Pas n'importe laquelle pour nous, puisque on accueille les Jeux Olympiques en France, à Paris, c'est pas très loin de chez nous. Concrètement, pour le département, comment ça se passe, cette compétence du département, et notamment, si on peut en parler, le passage de la flamme olympique chez nous? Alors c'est une compétence partagée en fait, le sport, la culture, le tourisme avec l'agglo. Comment ça se passe tout simplement, au département. C'est grâce au département de la Marne que la flamme olympique va passer sur notre territoire. Alors c'est un coût, il y a eu un coût, il y a une subvention qui a été versée par le département de manière à ce que notre flamme passe notamment à Vitry, le long du lac du Der, va passer à Châlons, à Épernay et à Reims. L'idée, c'est de créer une émulation, une dynamique autour du passage de la flamme, donner aussi à nos enfants cette envie de faire du sport autour de la flamme olympique, autour de la flamme paralympique, parce que n'oublions pas, le 30 juin, c'est la flamme olympique, le 26 août prochain, ça sera la flamme paralympique, donc ils vont passer sur notre territoire, qui vont engendrer une multitude d'actions, d'activités sur le territoire. Je pense notamment à Saint-Mimi, qui a porté un gros travail, un mois, une couleur, un anneau, où les écoles, les clubs sportifs vont s'engager autour de la flamme olympique. La semaine dernière, j'ai accompagné la flamme académique qui, cette fois-ci, parcourt nos écoles de la Marne et au-delà, bien entendu. Mais voilà, j'ai participé, j'étais à l'arrivée de la flamme entre le collège Victor Duruy et l'école Clovis-Jacquet. Je trouve que c'est une belle initiative, moi, pour que nos enfants adhèrent à cet esprit aussi de l'olympisme, à ces valeurs du sport et de l'engagement. Rudy, en toute transparence, parce qu'on aime bien ça, ça a un coût, effectivement, le passage de la flamme olympique. On peut le dire, on se l'est dit en préparant l'interview, 180 000 euros qui sont mis, absolument, c'est l'argent public, qui sont mis sur la table pour que la flamme olympique passe par le département. C'est pour le département, hein, c'est pas 180 000 euros pour la commune de Châlons, c'est bien 180 000 euros pour le département. La question que j'ai posée tout à l'heure quand on a préparé cette interview, c'est est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pertinent de mettre 180 000 euros pour que la flamme olympique passe dans notre département? Je vous laisse répondre. En fait, le département a payé pour toutes les collectivités. C'est ce qui se fait par ailleurs pour que la flamme passe. Moi, je pense que la flamme olympique, ça va être une vitrine pour nous. Au-delà ce que j'évoquais, hein, moi j'ai le souvenir en 1992, ça ne nous rajeunit pas, mais lorsque la flamme des Jeux Olympiques d'Albertville est passée à Châlons, j'ai le souvenir que les enfants, que j'étais, nous courions à côté du porteur de la flamme. C'est un souvenir inoubliable. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. C'est créer, au travers de ces Jeux Olympiques, des souvenirs pour nos enfants. Cette idée d'avoir participé à un collectif qui nous dépasse.
Se souvenir de voir des champions aussi qui seront sur notre territoire. C'est ça la flamme olympique. Et pour aller plus loin, le fait d'être sur une carte, que notre territoire, que Châlons apparaisse sur le tracé de la flamme olympique, ça fait rayonner notre territoire. Je le dis souvent, un territoire qui se situe sur une carte existe. Un territoire qui est à côté de la carte n'existe pas. Quand Épernay a eu le privilège d'accueillir l'arrivée du Tour de France il y a quelques années avec Julien Alain-Philippe, avec le maillot jaune récupéré sur ses épaules dans le vignoble, ça a fait le tour du monde. Ça a fait le tour du monde. Donc avoir le passage de la flamme olympique, on touche à toutes les cibles et en tout cas, ça va faire rayonner notre territoire. Et moi, je suis très fier, en tout cas, que le département accueille la flamme et que Châlons l'accueille. C'est une excellente chose. Le Made in France ? Le Made in France, oui, bien entendu, forcément. Si les Made in Marne, merci de m'aider à rattraper le coup. Le Made in Marne, Rudy, on peut en parler ? Oui, tout à fait, d'autant que je suis membre du comité de labellisation. L'idée du Made in Marne, c'est de valoriser des producteurs ou un savoir-faire local. Aujourd'hui, on a 80 entreprises qui sont labellisées. C'était vraiment une bonne chose. On les met en avant, on les met dans la lumière. Ce sont des entreprises de qualité. C'est aussi mettre en évidence que nous avons des producteurs et des artisans qui font du beau travail sur notre territoire. On les valorise. L'un des derniers du territoire chalonnais, c'est Tête de l'Art. Je ne sais pas si vous connaissez, mais charcutier que l'on voit régulièrement. Et moi, je suis vraiment ravi qu'on puisse accompagner nos entreprises dans cette labellisation. Ils seront d'ailleurs présents lors de la foire de printemps au Capitole. Du 15 au 18 mars. Voilà, du 15 au 18 mars. Et ils le seront également lors de notre foire de Châlons. Vous savez, cette foire effervescente pour tout le territoire. Et du 30 août au 11 septembre. Voilà, c'est très bien. Et du coup, le département sera là et accompagne. Vous le voyez, en fait, le département, on a cette solidarité qu'on a évoquée, des hommes, des territoires, mais en fait, on accompagne les Marnaises et les Marnais tout au long de la vie. On a parlé de la petite enfance, on a parlé de nos aînés avec l'aide aux personnes âgées, en passant par le handicap, l'accompagnement des personnes en situation difficile au niveau professionnel. On est là aussi pour accompagner les communes qui sont dans le besoin de financement, mais on va aussi être proactif, aller accompagner des entreprises pour être labellisé, ça veut dire être identifié, être pointé du doigt. On va accompagner nos collèges parce que c'est l'avenir du territoire, c'est notre jeunesse avec le conseil départemental des jeunes. Bref, on est quand même sur tous les spectres du territoire. On a oublié de parler de Vatry. Alors, j'allais effectivement aborder le sujet, le dernier sujet, Vatry. C'est un aéroport qui a fait beaucoup parler, notamment la semaine de Noël. Alors, il n'a pas fait parler forcément en sa faveur, mais en tout cas, c'est un aéroport qui s'est vu propulsé sur le devant de la scène médiatique pour les raisons qu'on connaît. L'aéroport de Vatry, Rudy, c'est la propriété du département. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la question que j'ai posée quand on a préparé cette interview, est-ce qu'aujourd'hui le département gagne de l'argent avec l'aéroport de Vatry ? Si c'est le sujet, en tout cas, est-ce que le département gagne de l'argent avec l'aéroport de Vatry ? Non, soyons clairs. L'aéroport de Vatry, c'est un héritage que l'on a reçu de nos aînés lorsqu'ils ont décidé de transformer la piste de l'OTAN, qui existait, en aéroport commercial. Aujourd'hui, il se développe en fonction aussi des aléas internationaux, il faut le dire. Avant le Covid, après le Covid, ça se passait beaucoup mieux. Effectivement, nous avions plus de fret, plus de passagers. Et puis, la guerre en Ukraine est venue casser toute cette dynamique. Donc on a été dans une situation un peu compliquée, je crois que c'était l'an dernier, lors des vœux d'ailleurs du président du département, où il évoquait la possibilité de vendre l'aéroport à des capitaux chinois ou du Golfe Persique. Aujourd'hui, on n'en est plus là, puisque notre aéroport a retrouvé quelques couleurs en matière de fret. En matière de passagers, on reste à hauteur de près de 70 000 passagers l'année dernière, ce qui n'est pas mal. Grosso modo, pour faire simple, il faut entre 40 et 50 000 tonnes de fret pour équilibrer l'aéroport, ou plus de 140 000 passagers.
Voilà ce qu'il faut pour équilibrer l'aéroport. Alors 40 000 tonnes de fret, c'est rien par rapport aux millions de tonnes de fret qu'il peut y avoir sur Orly ou Roissy. Bien sûr, alors, il faut comparer ce qui est comparable, et c'est évidemment pas un aéroport de la même taille, mais quand on dit 40 000 tonnes de fret, pour se rendre compte, l'aéroport de Vatry est arrivé à 30 000 tonnes de fret, donc finalement, il n'en manquerait pas grand-chose, non pas pour que le département gagne de l'argent, mais en tout cas pour qu'il n'en perde pas. Alors 30 000 tonnes de fret, il y a quelques années. 30 000 tonnes de fret, il y a quelques années, puisque du coup, la subvention d'équilibre avait fondu comme neige au soleil. L'année dernière, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Ce qu'il faut surtout, c'est de redonner une ambition à l'aéroport. On le fait. On le fait avec le président du conseil d'administration. Il faut trouver des débouchés. C'est pas facile. Et puis, il faut trouver aussi des manières de créer du lien entre le territoire et l'aéroport. Quand je dis créer du lien, on a aussi des zones d'activité. Il n'y a pas que l'aéroport. L'aéroport, c'est entre 70 et 80 emplois. La zone d'activité, aujourd'hui, c'est entre 800 et 900 emplois. Donc, il ne faut pas oublier ça. Que 10% finalement des emplois de toute la zone sont dédiés à l'aéroport. Oui. Néanmoins, l'aéroport reste, qu'on le veuille ou non, une vitrine pour le territoire. Il y a un aéroport à Vatry. Il y a un aéroport sur l'agglomération de Châlons. Et on était bien content d'avoir l'aéroport au moment où on devait se faire livrer des masques. Absolument, j'en venais tout à l'heure parce qu'on a parlé de la période du Covid et puis voilà, on se rappelle quand même que l'aéroport de Vatry, en tout cas tous les Châlonnais et les alentours, on parlait beaucoup de l'aéroport de Vatry qui nous approvisionnait en masques, en équipements de protection, notamment pour les soignants. Oui, tout à fait, mais alors, c'est vrai que l'aéroport, c'est plutôt aujourd'hui, on l'a dit, hein, une charge financière pour le département. Mais vous voulez en faire quoi ? C'est ça la vraie question, c'est on en fait quoi? Est-ce que demain, vous décidez de fermer l'aéroport? Ça veut dire qu'on aurait mis plusieurs centaines de millions d'euros dans le vide? Comme Planeta? Non. Non, c'est pas la position en tout cas du département. Nous, ce que l'on souhaite, c'est aller jusqu'au bout, en tout cas, de nos engagements. Faire en sorte que l'on ait tout tenté pour vérifier au final que ça puisse ou non fonctionner. Et puis, il y a cette question de possible rentrée de nouveaux capitaux. Donc, ça fait partie des sujets en cours. Je ne peux pas rentrer dans le détail, vous comprendrez bien, parce qu'il y a aussi des questions de commerce international. Mais on a des possibilités de développement de l'aéroport qui sont toujours présentes. N'oublions pas, on a un aéroport qui n'a pas les contraintes que peuvent avoir Roissy ou Orly. Ouvert 24 heures sur 24, on se le disait. On est un aéroport qui peut encore se développer. Moi, ce que je souhaiterais par contre, c'est qu'on aide le développement de la zone d'activité, parce que pour moi, c'est aussi une priorité. La zone d'activité, ce sont les emplois du territoire chalonnais, hein, pour faire simple. Encore faut-il que l'on mette les moyens pour créer de la mobilité entre le territoire chalonnais et l'aéroport de Vatry. Aujourd'hui, vous êtes sans emploi, vous n'avez pas de moyens de mobilité, de locomotion, tout simplement. Vous ne pouvez pas aller travailler à l'aéroport de Vatry. Les agences d'intérim me le disent quasiment toutes les semaines, en me disant « Rudy, j'ai 20 salariés qui sont prêts à aller travailler sur l'aéroport, mais on n'a rien pour les emmener. » Ça, c'est une compétence de l'agglomération, au passage. Il est mal desservi, l'aéroport ? Il est très mal desservi. Moi, quand le développement économique de l'agglomération de Châlons me répond que la solution pour desservir l'aéroport, pour essayer d'emmener nos salariés, c'est le covoiturage, moi, je trouve que c'est du bricolage. Enfin, j'ai pas de langue de bois, c'est comme ça que je le pense. Donc, il est temps, à mon sens, de trouver des solutions sérieuses pour permettre aux salariés d'aller travailler sur les zones d'activité. Parce que c'est facile à dire « Ah, les gens veulent pas bosser ». Sauf que quand vous n'avez pas de moyens de locomotion et que vous êtes prêt à vous déplacer pour aller bosser, vous faites comment? Vous faites comment? Beaucoup de questions encore en suspens, mais c'est intéressant effectivement d'avoir ce point de vue-là des compétences du département, aussi en tant qu'opposition, hein, effectivement, également au département. Alors, je vais quand même me permettre, hein, au département, oui c'est vrai, et nous sommes dans un groupe d'opposition. Mais à partir du moment où vous êtes respecté par l'exécutif, le président Jean-Marc Rose nous respecte énormément.
nous donne la parole, nous permet de lui faire des propositions qu'il accepte bien souvent, me soutient dans une présidence de la commission finances, la commission la plus importante du département. Ça laisse à penser quand même qu'il y a du travail à faire sur le territoire chalonnais. Parce que si on est capable au niveau du département de travailler en bonne intelligence, gauche, droite, sur un intérêt commun qui est celui des Marnaises et des Marnais, je ne comprends pas qu'à l'échelle de la ville de Châlons, on ne soit pas capable d'en faire autant. Bon, le message est passé. Rudy, en tout cas, notre volonté, elle est aussi d'accorder la parole à chacun d'entre vous. Et c'est ce qu'on a fait aussi par le biais de cette interview. Rudy, on est le 23 janvier, pour ne rien se cacher, même si cette vidéo ne va pas être diffusée le 23 janvier. Le 23 janvier, ça veut dire qu'il est encore temps de procéder à quelque chose que beaucoup font en cette période, les vœux. Rudy, je vais vous laisser le micro pour conclure cette interview. Je suis vraiment convaincu que vous avez de jolis vœux à présenter à ceux qui nous regarderont. Alors, effectivement, le mois de janvier, c'est la période des vœux. Je crois que j'en suis à une vingtaine de galettes des rois. Heureusement que j'adore ça d'ailleurs. Non, présenter tout simplement une excellente année aux Chalonnaises et aux Chalonnais qui nous regardent, au collectif chalonnais aussi que je remercie. J'espère en tout cas que ce sera l'année où vous pourrez vous réaliser aussi bien dans vos activités professionnelles que personnelles. Et puis que l'on va se retrouver tout au long de l'année sur des projets sur le territoire. J'ai évoqué, et je me permets, j'ai parlé des marchés éco-solidaires. On va organiser une grosse semaine sur la BID, une semaine importante. On a appelé ça la BID éco-solidaire, à partir du 30 janvier jusqu'au 4 février, avec des pré-contrôles techniques à l'euro symbolique, des coiffeurs solidaires, un repas solidaire, un marché éco-solidaire. Bref, une grosse semaine pour accompagner les familles qui sont dans le besoin sur le quartier de la BID. On vous réserve aussi une surprise au mois de mai sans doute. Non, c'est même certain, au mois de mai, à destination des personnes âgées du territoire. Bref, on a pas mal de surprises à vous proposer, mais ça, je reviendrai vers vous. En tout cas, une excellente année à vous tous. Merci Rudy. Vous étiez sur le collectif chalonnais. Rudy, merci beaucoup de nous avoir accueillis à l'hôtel du département pour ces échanges qui, je le trouve, ont été constructifs et je suis intimement convaincu que nos abonnés le percevront comme ça aussi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.